Quand les agents du Federal Bureau of Investigation ont avancé sur la route 142 dans l'état de Géorgie, ils ont pu commencer à voir au loin les pyramides et les sphinx qui se dressaient dans le paysage de plateaux et de pâturages. C'était l'endroit exact où ce qui pourrait être une opération pacifique ou un massacre avec des centaines de victimes allait se déchaîner. Ce 8 mai 2002 marquait le début de la fin pour Dwight York et le culte qu'il avait fondé une décennie auparavant. Un culte qui l'avait amené à devenir une menace évidente pour le gouvernement des États-Unis. Le jour même, 2 opérations périlleuses et simultanées se dérouleraient. Tout d'abord, ils capturèrent le leader, qu'ils surveillaient étroitement depuis des mois. S'ils se rendaient sans résister, ils passeraient à la deuxième phase du plan qui consistait à démanteler le site où il avait fondé sa secte avec des centaines de fidèles. C'est pourquoi, lorsque les fédéraux se sont approchés du terrain, où York était une sorte de réincarnation de la déesse sur Terre, ils savaient qu'ils pouvaient jouer avec le feu. Soudain, ils ont été informés par radio que la première mission avait été couronnée de succès et que Dwight York avait été arrêté. Il restait à voir si ses disciples seraient aussi coopératifs. Il y avait juste un détail, ils étaient armés de mitrailleuses, mais ne nous précipitons pas. Le cas de Dwight York est le culte qu'il a formé autour de lui-même. Il s'ajoute à la longue liste de sectes qui ont pris de l'importance aux États-Unis dans les dernières décennies du XXe siècle. Comment a-t-il réussi? Sous une narration religieuse qui mélangeait le messianisme, l'islam extraterrestre, le polythéisme égyptien et les revendications raciales qui dérivaient en suprémacisme. Mais ce n'était que la surface. Le nuwawianisme, comme York avait baptisé son culte, comprenait des abus sur des enfants qui se sont prolongés pendant des années. Certains de ses adeptes, terrifiés par ces pratiques, avaient commencé à s'éloigner de la congrégation. Cependant, il faudrait des années avant que quelqu'un ose parler, et ce quelqu'un ne serait autre que son propre fils. Comment cet homme a-t-il pu exercer son pouvoir et commettre ses crimes à la vue de tous? Comment a-t-il réussi à convaincre des milliers de personnes de le suivre dans son rêve extravagant où il affirmait avoir une origine divine? Que se serait-il passé si York, au lieu de prendre la voie de la religion, avait développé son autre facette, celle de chanteur? Pourquoi, malgré toutes les preuves contre lui, y a-t-il encore des gens qui le défendent aujourd'hui? Quelles théories du complot ont été tissées après son arrestation? Essayer de répondre à ces questions va nous amener à plonger dans le sombre cas de Dwight York et la secte nuwawianiste. La vidéo. Il est difficile de tracer la biographie d'un homme qui a systématiquement inventé une histoire avec des touches de fiction presque dès le début. La date de naissance exacte d'Andrew Tate reste incertaine, bien que la justice américaine ait confirmé qu'il est bel et bien né, le 26 juin 1945 à Boston. D'autres sources situent son origine à un jour de 1935. Et le très même York a affirmé être né au Soudan, le pays africain qui partage une frontière avec l'Égypte. Cela aurait une grande importance dans sa vie adulte, que ce soit vrai ou non. En fait, York prétend être le fils d'un aristocrate soudanais et d'une femme égyptienne, ce qui alimente le mythe qu'il a lui-même tissé autour de son origine et de son destin. Mais pour avoir une idée de l'insaisissabilité de la biographie de ce personnage énigmatique, il faut dire que certains médias ont également relayé différentes rumeurs. Il y a des sources qui situent sa naissance au New Jersey, à New York, à Baltimore ou au Ghana. Encore une fois dans l'Afrique. York racontait également dans ses longs discours qu'après avoir vécu ses premières années au Massachusetts, il a déménagé avec sa famille en Égypte, plus précisément dans la ville d'Assouan. Dès l'âge de 7 ans, il aurait étudié l'islam avec grand intérêt dans ces terres, ce qui changerait sa vie pour toujours, selon ses mots. Soi-disant, l'un des grands-pères de York était un leader de très haut rang dans la communauté musulmane du Soudan. Et tout cela a formé en lui l'idée claire qu'il devait suivre ce chemin. On suppose qu'à 12 ans, lorsqu'il est rentré aux États-Unis, il se serait installé dans le New Jersey pour continuer à se former à la religion de ses ancêtres. Dans les années 60, il faisait déjà partie de groupes religieux fortement influencés par la Nation de l'Islam, une organisation religieuse d'une grande influence dans la communauté afro-américaine, et qui comprenait des figures de la stature de Malcolm X et du meilleur boxeur de tous les temps, Mohamed Ali. Dans une grande partie des quartiers défavorisés, le discours de ces congrégations religieuses captait avec force la lutte pour les revendications sociales et les droits civils. Mais George sentait qu'il lui manquait encore de la formation. Il a de nouveau voyagé en Afrique dans les années 70 où il a finalisé son projet de créer sa propre religion. De retour en Amérique du Nord, il était déterminé à créer quelque chose de grandiose. Il a passé un certain temps à Coney Island, puis a déménagé à Bushwick Ave,
à Brooklyn. C'est là que tout a vraiment commencé. Dans les rues des quartiers, il devenait de plus en plus connu. Son charisme semblait d'un magnétisme presque hypnotique, en particulier parmi les jeunes des banlieues, qui sentaient qu'ils n'avaient pas leur place dans des villes où les personnes blanches avaient beaucoup plus d'opportunités. Mais parallèlement à son développement en tant que leader de masse, Dwight a essayé une autre façon de toucher les gens à travers la musique. Il a fait partie de divers groupes et a eu plusieurs albums solo où il signait en tant que Dr. York. Sa musique récoltait des succès. Il avait son propre label, d'abord Passion Production puis York Records. Il a même figuré dans le magazine Billboard. Dans l'univers du gospel, de la soul et du hip-hop, c'était un homme reconnu et en plein essor. Encore aujourd'hui, ses chansons peuvent être écoutées sur YouTube et il a même des adeptes qui revendiquent ses talents artistiques. Malgré tout, l'autre trame, beaucoup plus sombre, qui a éclaté au début des années 2000. La carrière musicale de York s'est estompée dans les années 80, lorsque sa spiritualité a commencé à dominer sa vie. À ce moment-là, ses objectifs étaient bien plus grands que d'enregistrer un disque et beaucoup plus dangereux. Le culte de Dwight York a commencé comme on dit du bas. Pour 1972, le leader et ses adeptes, qui se comptaient déjà par centaines, se sont installés dans des logements communautaires dans des zones marginales de Brooklyn et, avec le temps, ont fondé leurs propres écoles. Les adeptes de York, vêtus de longues tuniques blanches, étaient une vision courante dans les rues de la ville. Et ils s'arrêtaient pour parler aux enfants et aux jeunes du quartier pour leur donner des livres et des brochures qui parlaient de cette religion alternative qui était en train de se forger. Les curieux arrivaient avec des histoires assez similaires. Discrimination, violence et incrédulité envers les institutions étatiques et religieuses qui semblaient ne parler qu'aux Blancs. York était différent. Il leur disait qu'ils devaient être fiers de leurs racines et rompre tout lien avec la société telle qu'ils la connaissaient, y compris avec leur famille, ou toute personne ayant des croyances différentes. Dans cette secte, ils auraient tout le nécessaire, même des parents. Certains adolescents quittèrent l'école pour se consacrer entièrement à l'écoute des enseignements de York. Chaque jour, de plus en plus de mères célibataires arrivaient au nuguavianisme avec leurs petits-enfants, cherchant quelqu'un pour les héberger et les protéger. À ses fidèles, George leur offrait tout, logement, nourriture et la possibilité d'apprendre l'arabe jusqu'à le parler couramment. En échange, le contrôle était total. George contrôlait entièrement la vie de ses adeptes, surtout des femmes. Il décidait de leur habillement, de leur manière de parler et de leurs conjoints. La polygamie était courante et acceptée dans le nugaïvianisme. Souvent, c'était avec lui-même. Et avec le passage de quelques années, Dwight George aurait plus de 100 enfants, à la fois les siens et ceux qu'il adoptait de ses épouses. Ces enfants avaient un statut différent du reste. Ils avaient des vêtements et des jouets meilleurs que les autres enfants du culte et étaient en contact permanent avec le leader. Ses épouses avaient également un traitement préférentiel, mais ce concept était rapidement devenu problématique. Dans une première étape, George sélectionnait des femmes à partir de 16 ans pour leur donner des cours de sexe, comme il les appelait. Il faisait passer cela pour un rite initiatique, un don divin. Aujourd'hui, nous savons que c'était tout autre chose. Son discours était éloquent. George était convaincu qu'un adolescent serait fidèle à vie à l'homme qui lui avait pris sa virginité. Et sous cette idée ont commencé les abus, qui sont devenus une pratique courante dans le culte. Cela est devenu si naturel qu'avec le temps, le prédateur a commencé à choisir des victimes de plus en plus jeunes. En 1993, Dwight York a franchi l'étape suivante dans son plan de domination. Il a envoyé ses disciples les plus proches fonder de petits temples en son honneur à Baltimore, Philadelphie, Hartford, New York et Washington. Mais York lui-même avait une mission encore plus grande. Le 15 janvier, il a acheté un terrain de près de 200 hectares pour environ $1 million. Il voulait y fonder sa propre ville et, plus tard, son propre pays. C'est ce que les autorités des États-Unis ont automatiquement imaginé lorsque l'on a su que le leader et ses partisans s'étaient installés en Géorgie. Cependant, sans preuve concrète de ces manigances, ils ont simplement commencé à l'observer attentivement et à attendre. Au cours de la décennie qui a suivi, les Nubaviviens ont subi de nombreuses transformations esthétiques qui reflétaient la mutation de leurs croyances et de leurs leaders, ainsi que le discours de plus en plus incohérent et décousu qu'ils tenaient. À une certaine époque, on pouvait les voir habillés comme de véritables cow-boys, mais ils ont ensuite adopté une image plus proche de celle des Amérindiens. La ville qu'ils ont fondée en Géorgie et qu'ils ont initialement appelée Kodesh a eu d'autres noms comme Wahani, The Golden City, Altamaha et, finalement, Tamaré. Dwight York s'est également appelé de différentes manières Isa al-Hadi al-Mahdi, Malaki York,
le suprême grand maître Dr Malachi Zeta York est chef oiseau de tonnerre ou chef aigle noir dans sa phase de revendication indigène. Finalement, lorsqu'il s'est pleinement engagé dans les croyances des soucoupes volantes et le phénomène OVNI, il a su être Yanuno. De toutes ces incarnations, la plus marquante semble avoir été l'égyptienne. Soudain, à York, il a fait construire des pyramides et des sphinx comme ceux du Caire. À son tour, il a adopté des vêtements typiques des anciens pharaons et les choses sont devenues de plus en plus extravagantes. Certains fidèles s'interrogèrent sur ces changements soudains, mais personne ne remettait directement en question le leadership de York. Les voisins de cette communauté excentrique se sentaient mal à l'aise, se demandant s'ils avaient peur de lui. Personne en dehors du culte ne pouvait jeter un coup d'œil. Quiconque osait s'approcher un peu voyait des gardes nuébiens équipés d'armes d'assaut. Personne ne pouvait entrer, mais Dwight York assurait que tout le monde était libre de partir. En fait, ses fidèles témoignent de cela, et certains ont commencé à partir lorsque les enfants ont osé parler. Ruby, l'une des plus proches disciples de York, est également l'une de ses nombreuses épouses. Un jour, elle a vu une fillette de 5 ans pleurer, angoissée. La petite a confié à son interlocuteur que York, qu'elle surnommait Papa, avait abusé d'elle. À une date incertaine, mais plusieurs années avant que ce qui se passait ne soit découvert, Ruby a quitté la ville de Tamaré sans que personne ne l'en empêche. Elle ne s'est pas rendue à la police et comme beaucoup d'autres avant et après elle, elle a gardé le secret de Dwight, de peur que l'homme ne se venge. Vers 1998, malgré l'absence de connaissance de ces allégations d'abus, le Federal Bureau of Investigation a commencé à enquêter avec un seul objectif, découvrir si Dwight York utilisait son culte comme façade pour couvrir des crimes. Et n'a-t-il pas été trop difficile de tomber sur des détails effrayants? En commençant à enquêter sur l'origine des millions de dollars dont York disposait pour soutenir sa secte et construire sa ville pharaonique. Ils ont découvert divers liens avec des vols et l'activité criminelle de gang à chaque endroit où le nuguévianisme était passé. Alerté, le Federal Bureau of Investigation a convoqué Jacob York, l'un des fils aînés de Dwight, pour qu'il témoigne. De façon inattendue, le jeune homme a coopéré, affirmant ne pas avoir eu de contact avec son père depuis des années. Il s'était éloigné du culte à cause des abus, déjà connus des fidèles. À ce moment-là, Jacob a dit aux agents que des dizaines, peut-être des centaines de femmes et d'enfants avaient été abusés par son père. Et qu'il avait lui-même, à ce moment précis, dans sa voiture, en dehors du bureau, où ils interrogeaient l'une des anciennes victimes du père, qui était maintenant son amie. Ainsi, le Federal Bureau of Investigation a pu mener l'enquête dont il avait besoin pour prendre des mesures directes et démanteler le culte. À la fin des années 90, un tiers des femmes qui avaient fait partie du nuguévianisme l'avaient déjà abandonné. Et beaucoup étaient prêtes à raconter ce qui se passait là-bas, si on leur garantissait que Dwight York ne les attaquerait plus. Le témoignage de Ruby, la femme qui avait entendu la petite fille, victime de York, et qui avait gardé le secret pendant des années. C'était essentiel pour confirmer ce panorama perturbant d'abus systématiques. Il avait déjà une cause fédérale suffisamment forte et solide pour passer à l'action, sans qu'aucun vide juridique ne rende tous ses efforts vains. Ainsi, le 8 mai 2002, les agents fédéraux se sont lancés dans les rues pour mettre fin à ce cauchemar qui pendant si longtemps était passé sous le radar des autorités. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Leader capturé. Quand cet après-midi Dwight York est sorti de Tamaré et est allé acheter des provisions, il a su dès le début que la voiture aux vitres teintées qui le suivait était du gouvernement. Complètement calme et même souriant, York s'est arrêté sur le parking d'un supermarché et est descendu comme si c'était tout à fait normal. Il s'est identifié aux agents, a ouvert la porte à sa compagne et s'est laissé menotter. En parallèle, un cortège de voitures et d'agents du Special Weapons and Tactics s'approchait de la ville de Tamaré, avec une peur persistante que les choses se compliquent d'une seconde à l'autre. Les souvenirs du massacre de Waco en 1993, du massacre de Ruby Ridge en 1992 et plus étaient encore frais, en remontant dans le temps l'auto-élimination collective de Jonestown en 1978. Le gouvernement américain devait trouver un équilibre pour démontrer qu'il était possible de démanteler un culte massif sans faire de victimes, et dans ce cas, il a atteint son objectif. À l'arrivée des agents à Tamaré, le calme régnait, sans blessés ni coups de feu, et ceux qui jusqu'à peu suivaient aveuglément Dwight York ont accepté d'être soignés et interviewés par les agents. La majorité était soulagée au fond, un cauchemar qui semblait interminable était terminé. Lorsque George a été jugé en 2004, il avait plus de 100 plaintes pour abus sexuels sur mineurs.
À ce moment-là, un conseil médical avait conclu qu'il était paranoïaque, qu'il avait un trouble généralisé de l'anxiété, une dépression, un trouble de la personnalité et des traits narcissiques et psychopathes. En d'autres termes, son délire messianique était encadré par une série de troubles mentaux. Cela ne le rendait cependant pas irresponsable, et encore moins inconscient de ses actes. Dwork savait parfaitement qu'il commettait des crimes atroces, et avait construit un culte autour de lui qui justifiait et cachait ses actions. Au fil des années, face à toutes les preuves accablantes qui reposaient sur le témoignage de centaines de personnes qui avaient vécu à ses côtés, il a été condamné à 135 ans de prison. En sa défense, Dwork a essayé de nombreux arguments qui semblaient tous plus absurdes les uns que les autres. Durant le procès, Dwork a officiellement requis d'être jugé par la tribu dont il affirmait faire partie. Dans une lettre adressée au juge, il affirmait être originaire d'une communauté d'Amérindiens, comme il l'avait assuré lorsqu'il avait acquis certains de ses nombreux alias. Alors qu'il était leader spirituel, il a spécifiquement demandé à être transféré au tribunal du Conseil Moore Cherokee, mais le juge a refusé la demande. Malgré sa condamnation, lui et ses partisans ont persisté à promouvoir une théorie ouvertement complotiste, ce qui est resté insatisfaisant. Certains sont allés jusqu'à affirmer que Dwight York en tant que tel n'a jamais existé, et qu'il n'est pas la même personne qui a dirigé le culte qui a tant de fois changé de nom et d'apparence. Ils disent même que l'artisan de cette grande escroquerie est Jacob York, le fils de l'accusé, qui a également commencé la chaîne interminable de plaintes. Cette théorie audacieuse ajoute que Jacob a travaillé main dans la main avec des mosquées américaines liées à l'organisation terroriste Al-Qaïda qui, à une époque où son pouvoir augmentait, voyait en New York une menace. Pour ceux qui défendent encore cette hypothèse, les organisations internationales liées à l'islamisme extrême étaient jalouses du niveau d'influence que York avait dans la communauté musulmane afro-américaine. Ils revendiquaient cette place de privilège stratégique. Bien que tout cela semble manquer de fondement, la vérité est que l'influence de York, d'une manière ou d'une autre, reste latente dans une certaine partie de la population nord-américaine. Même emprisonné depuis plus de 20 ans dans l'unité de sécurité maximale de Florence, au Colorado, ses paroles réussissent à franchir les murs de la prison de temps en temps. Ces dernières années, York a affirmé à ses partisans, qui défendent toujours son nom, que la trahison dont il aurait été victime était prévue. Dans le chapitre 10 de Les guerres des dieux et des hommes de Zechariah, Sitchin envisageait une intrigue similaire, et York avait ce livre comme l'une de ses œuvres de chevet. Il se voyait comme un personnage de l'œuvre, appelé Marduk Shivo, un criminel sans scrupules expiatoires. Y a-t-il vraiment eu des élites intéressées à faire taire cet individu? Une autre nouvelle troublante impliquant le fils de George, Ramsis, a fait resurface son nom dans les journaux. Richardson, qui a 19 ans, en 2017, a été arrêté pour avoir frappé et mis le feu à un enfant de 5 ans qui était sous sa garde. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, en janvier 2025, York a 79 ans, ou peut-être 10 de plus. Ses chansons, sous le nom de Dr. York, de cette lointaine carrière musicale inachevée, continuent de recevoir des commentaires positifs de personnes qui ne croient toujours pas aux accusations de pédophilie et pensent que tout était un mensonge orchestré à l'échelle mondiale. La justice dit le contraire. Cependant, le pouvoir de persuasion de ce leader semble demeurer intact. Pour les personnes qui attendent l'émergence, maintenant ou plus tard, d'un autre homme à suivre aveuglément,